par la suite, c'est sûr que ça va comprendre un examen physique. Puis ben les spermes, ça c'est pas au niveau de la bedaine, c'est au niveau des organes génitaux. Donc c'est sûr que ça va nécessiter un examen du pénis, des testicules, puis vraiment de vérifier que tout est anatomiquement normal pour l'examen. Fait que c'est sûr qu'il faut s'attendre à ce qu'on examine à l'intérieur de la bobette. Fait que ça, il faut le savoir d'avance. Ce balado est présenté par la Société de services financiers Fonds FMOQ qui vous rappelle que vivre en santé, ça commence maintenant. Bienvenue pour ce nouvel épisode du balado Santé sans rendez-vous de la Faculté de médecine de l'Université Laval pour parler d'un sujet que l'on a tendance à passer sous silence et pourtant. Aujourd'hui, nous allons aborder la santé masculine avec nos deux invités du jour. Je vous présente Vincent Fradet, uro-oncologue à l'Hôtel-Dieu de Québec, professeur agrégé de l'Université Laval, chercheur du Centre de recherche du CHU de Québec, ainsi qu'au Centre Nutris. Bienvenue Vincent. Bonjour. Et notre deuxième invitée, Catherine McMartin, médecin résidente finissante en urologie, sur spécialisation en infertilité et en santé masculine. Bienvenue Catherine. Bonjour. Dans cet épisode, nous allons parler de la santé masculine, celle qu'on oublie un peu, et pourtant il y a tant de choses à dire sur ce sujet. De l'infertilité au cancer de la prostate, en passant par les fonctions sexuelles ou encore les différents professionnels de la santé masculine, c'est un sujet vaste qui mérite toute notre attention. Dans un premier temps, j'aimerais aborder le thème de l'infertilité. C'est un grand mot qui fait peur, mais qui reste assez flou jusqu'au moment où on s'intéresse à avoir des enfants. Dans l'épisode Horloge biologique, Mathieu Leboeuf nous révélait que dans un couple hétérosexuel, l'infertilité a autant de chances de provenir de l'homme que de la femme. Parlez-nous des tendances d'infertilité observées chez l'homme et de ce qu'il peut y contribuer. Donc, je peux commencer. Je vais lancer Allons-y la comme discussion ça. là-dessus. En fait, l'infertilité peut provenir autant de l'homme que de la femme dans un couple. Puis ça, c'est important de s'en souvenir parce qu'on met beaucoup de l'avant les investigations chez la femme dans un cas d'infertilité. Mais il faut savoir que les causes purement liées à l'homme représentent à peu près 20% des causes d'infertilité. Puis dans 20 à 50% des cas, l'homme est impliqué dans le problème d'infertilité. Fait que c'est important quand un couple a de la difficulté à concevoir, ben, que les deux partenaires se fassent évaluer parce que ça peut provenir de l'un ou de l'autre. Il ne faut pas négliger un de ces deux côtés-là. Puis en général, l'infertilité, c'est important de se souvenir qu'on ne tombe pas enceinte du jour au lendemain, puis il faut de la patience. Puis la définition même pour consulter en clinique d'infertilité, c'est plus une incapacité à concevoir pour la majorité des couples après 12 mois de tentative de conception. Fait que, ça sert à rien de paniquer. Puis globalement, ben, on dit qu'à 6 mois, il y a à peu près 80% des couples qui vont avoir réussi à concevoir. Puis à 12 mois, ben, on parle d'un 85-90%. D'où là, la fameuse statistique, il y a à peu près 15% des couples qui vont avoir de la difficulté à concevoir. Fait que c'est important de le garder en tête là, quand on essaie d'avoir des enfants. Ne pas paniquer. Ouais, Je pense que c'est normal que ça ne marche pas au premier coup. Ça va avec la pratique. Et quand vous dites que donc il faut attendre à peu près 1 an pour pouvoir se poser la question de l'infertilité, une fois qu'on a enquêté par exemple du côté de la femme et qu'on se rend compte que c'est pas elle, mais que ça provient justement de l'homme, qu'est-ce qui peut jouer dans cette infertilité? Enfin, qu'est-ce qui amène cette infertilité? Qu'est-ce qui peut amener cette infertilité chez l'homme? C'est une bonne question. Il y a beaucoup de choses qui jouent sur la fertilité. Puis juste le mot anxiété, pas se stresser, ben ça vient déjà un gros facteur parce que tout se joue dans la tête pour les fonctions sexuelles, une grande partie entre autres. Mais de manière plus globale, la fertilité est un reflet de la santé globale de l'homme. Puis si on regarde juste le côté masculin, là, fait à la base, ben on recherche des problématiques de santé qui engendrent des problèmes respiratoires, des problèmes cardiaques. On va regarder aussi les habitudes de vie de l'homme qui vient nous consulter. Avec un patient qui fume, qui consomme beaucoup d'alcool, qui va consommer des drogues. De manière plus répandue, ce qu'on voit, c'est tout ce qui est lié au cannabis, entre autres. Mais tout ça peut avoir un effet sur la qualité des spermatozoïdes présents dans le sperme de l'homme. Fait que ça peut ralentir les spermatozoïdes. S'ils sont ralentis, ben, ils ont moins de chances d'aller féconder l'ovule. Fait que, en général, les habitudes de vie, l'alimentation, ça fait un gros
un nombre quand même important de facteurs qui peuvent jouer sur la fertilité de l'homme. Puis en parallèle de tout ça, quand on parle de santé globale, ben on a souvent toute tendance à avoir un petit peu d'embonpoint ou d'être sédentaire, de pas faire assez d'activité physique. Puis l'embonpoint, en fait, ça peut nuire sur un l'axe hormonal en soi, au niveau du bilan hormonal androgénique, fait qu'avec la testostérone chez l'homme. Fait que déjà là, en partant, quelqu'un qui nous arrive avec une certaine embonpoint, ben c'est un art de guerre sur lequel on va travailler plus férocement chez monsieur. Ça, c'est vraiment intéressant parce que souvent dans les couples, on va avoir des habitudes de vie qui vont être partagées. Hein, on pense à l'alimentation, on pense au plaisir d'aller dehors, on pense au fait de bouger, etc. Surtout quand on est dans des jeunes couples comme ça. Ben, ce sont des facteurs qui sont partagés. Fait que ça peut pas être plus clair que la fertilité, c'est une affaire de couple. C'est pas juste une affaire de madame. Quand on dit « ouais, si ça marche pas, c'est parce que le nid a un problème », non. Puis, mais ça va jusqu'à des facteurs partagés, comme les habitudes de vie. Ça va être un thème un peu récurrent là, au travers des différents sujets qu'on va discuter, mais ça vaut la peine de le souligner ici. Et est-ce que l'infertilité, quand on est plus jeune, est-ce qu'on a moins tendance à être infertile? Est-ce que le fait d'être un petit peu plus âgé, ça joue sur la qualité des spermatozoïdes au final? Clairement. La réponse, c'est oui à cette question-là. Mais c'est pas parce que ça n'a pas autant d'impact que chez la femme, je dirais. Tu sais, la femme, on le sait, à partir de 35 ans, ça devient un peu plus difficile de concevoir. La réserve d'ovules au niveau des ovaires est moins importante. Donc, c'est sûr que l'âge est un facteur plus stressant chez la femme. Chez l'homme, on peut dire qu'à 35 ans, les spermatozoïdes sont encore bons. Par contre, si on compare à quelqu'un de 60, 70 ans, là, on n'est pas dans la même game en soi. Mais c'est sûr que ça joue. Quand on voit les hommes en consultation, c'est rarement l'âge de problème. S'il y a la partenaire, par contre, c'est une chose qu'il faut qu'on s'inquiète quand on les rencontre. Souvent, ils viennent en couple là, à ces consultations-là, mais c'est de s'informer de l'âge de la partenaire. Parce qu'on a beau pousser très, très loin chez le monsieur, mais si la partenaire a 38 ans, on va changer notre discours un petit peu, puis on va orienter nos solutions ou nos conseils pour le couple d'une autre manière, puis on pourrait y revenir un petit peu plus tard, là. Mais c'est clair que pour la femme, c'est pas la même chose que pour l'homme. Puis c'est lié à la fertilité, mais aussi l'âge, surtout chez la femme, est augmenté avec des risques d'erreur. C'est comme, entre guillemets, c'est les vieilles réserves des ovaires. C'est une façon sursimpliste de parler, mais qui finissent par s'exprimer. Fait qu'en ligne, on a plus de chances d'avoir des malformations avec l'âge, surtout chez la femme. Fait que encore là, c'est vraiment une affaire de couple. C'est toujours une affaire de couple. On fait ça à deux. À la base, c'est bon, ça. Et donc moi, je suis maman et quand on a décidé avec mon conjoint de faire une famille, on nous a dit c'est aussi possible que vos corps et vos cellules ne soient pas compatibles entre elles et que vous vous aimiez et tout ça, il y a aucun problème, mais scientifiquement, chimiquement parlant, c'est possible que le spermatozoïde de monsieur n'aille pas avec l'ovule de madame parce que chimiquement ça marche pas. Est-ce que ça peut aussi être une réponse à un couple qui a une incapacité à procréer ou est-ce qu'on m'a dit ça comme ça? Mais c'est un concept intéressant. Certainement, il y a une incompatibilité. Alors, parfois, elle est anatomique. Parfois, elle pourrait être génétique ou biochimique. Là. Je suis pas à même de commenter. Là, mais Mais je pense que le concept de « on n'est pas compatible pour avoir des enfants ensemble » vient peut-être, je viens peut-être, j'appuie Dr. Fradet sur le fait qu'on n'est pas des spécialistes en fertilologie, mais je pense que, tu sais, si un d'un côté a un problème, que ce soit un côté féminin, un côté masculin, mais si un a des spermatozoïdes de mauvaise qualité, ça les rend incompatibles par le féminin. Fait que c'est peut-être d'une manière indirecte qu'ils sont pas compatibles, mais je pense que n'importe quel homme peut avoir des enfants avec une femme. N'importe quel spermatozoïde peut féconder un ovule. C'est ça. Jusqu'à preuve du contraire, à contrario, c'est vraiment un bon point que tu amènes, Catherine, parce qu'on entend assez régulièrement, pas nécessairement dans les cliniques de médecine, mais dans la vie en général, des gens qui étaient décrits infertiles dans un certain couple, puis ça devait être la femme ou l'homme qui était infertile, et là, quand il y a un autre couple qui se forme, des fois, les problèmes de fertilité disparaissent. Alors, il y a certainement des facteurs de cet ordre-là qui jouent. Puis je vais refaire du pouce sur l'histoire du stress tantôt, mais combien de fois on a pu entendre que des couples essayaient depuis de nombreuses années d'avoir des enfants, ils se sont fait dire que ça fonctionnait pas.
finalement, le stress tombe, ils se font à l'idée que c'est correct, on n'aura pas d'enfant, on va peut-être adopter, on trouve des autres solutions, on voit la vie d'une autre manière, puis finalement, 10 ans après, pouf, une grossesse survient. Fait que, tu sais, à l'époque, il y avait peut-être une notion d'incompatibilité, si on peut mettre ça entre guillemets, mais au final, tu sais, ça fonctionne après qu'on ait laissé le temps passer, puis le stress est tombé. Donc, à bien y penser, ta question était un peu plus pertinente. C'est ça! Et ma prochaine question, c'est est-ce qu'on est capable aujourd'hui, médicalement ou pas, d'inverser une fertilité? La réponse, c'est oui. Parce qu'on a coupé court tantôt sur les causes, mais il y a beaucoup de choses liées aux habitudes de vie, à la morphologie des patients et tout ça. Mais tu sais, il y a des choses à la base qui peuvent être réversibles. Si on prend comme exemple une vasectomie, bon, c'est sûr que c'est fait dans un contexte de ne plus être fertile, de ne plus pouvoir concevoir, moins une contraception comme un autre, mais ça se veut irréversible. Bon, la majorité des gens savent qu'il y a des interventions qui se nomment une vasostomie, pardon. Donc, il y a des interventions qui s'appellent des vasovasostomies qui, une fois réalisées, permettent de reconnecter le canal déférent, qui est le canal qu'on vient sectionner. Donc, ça permet aux spermatozoïdes, en fait, de retrouver un canal continu pour sortir au niveau du sperme. Puis ça permet, en fait, de retrouver une fertilité. Le pourcentage est peut-être pas parfait, mais c'est une manière de voir qu'effectivement, c'est une manière de renverser l'infertilité, mécaniquement puis anatomiquement parlant. Il y a des hommes, par exemple, qui vont avoir une problématique au niveau des veines du scrotum. Les veines vont être plus grosses, plus nombreuses, puis ça va apporter une certaine chaleur au niveau du scrotum. La chaleur va empêcher les spermatozoïdes de bien fonctionner, si je peux vulgariser ça comme ça. Puis le fait de traiter le varicocèle, qui est le nom médical pour les veines dilatées, bien, ça fait en sorte qu'on retrouve une analyse de sperme qui est plus compatible avec une fertilité. Fait qu'encore une fois, méthode pour renverser tout ça. Puis je pense que ça peut être aussi simple que les habitudes de vie, aussi pratico-pratique que les interventions que je viens de parler, mais ça peut aller aussi des couples qui sont vraiment infertiles, qu'on note que les spermatozoïdes sont de moins bonne qualité, ne bougent pas assez. Mais on peut aller jusqu'à l'extrême. Puis je dis extrême, j'essaie de peser mes mots, mais on peut aller en procréation assistée où on va prélever directement dans le testicule de l'homme des spermatozoïdes. On les sélectionne pour prendre celui qui a le meilleur potentiel. Puis on peut aller jusqu'à même l'insérer directement en laboratoire dans un ovule pour tenter de concevoir. Fait que, tu sais, c'est sûr que quand on regarde ça comme ça peut aller des choses très, très simples pour renverser une infertilité à de la procréation assistée où on provoque des choses. C'est très porteur d'espoir, tout ça, parce qu'il ne faut pas se décourager. Donc, on parlait tantôt au jour 1, au premier essai, c'est pas là que ça marche, mais même après 1 an, 2 ans, il y a quand même beaucoup de problèmes qui sont réversibles, autant chez la femme, mais là, le sujet, c'est chez l'homme. Et puis, c'est aussi porteur d'intérêt, en tout cas à mon opinion, urologue, sur pourquoi est-ce que les organes féminins sont à l'intérieur alors que le testicule masculin, lui, est à l'extérieur. C'est quand même intéressant, ça. C'est un petit fait tout simple, mais dont le varicocèle ou l'excès de vascularisation qui amène possiblement un changement de température inapproprié peut causer de l'infertilité. Mais pour tous les jeunes qui nous écoutent, probablement la majorité sur un laptop ou sur un ordinateur. Une autre cause bien simple d'infertilité, c'est le laptop. Donc, lorsqu'on l'a sur les cuisses, c'est une cause théoriquement qui a été soulevée. Est-ce que ce phénomène de simplement avoir de la chaleur par le ventilateur qui est en dessous de notre ordinateur, qui est très près de notre scrotum, peut être une cause d'infertilité? Alors, ça fait partie des hypothèses qui sont testées ou émises de l'avant. Donc, il y a des raisons anatomiques pourquoi les testicules doivent être à l'extérieur du corps. Il faut les respecter. Et on parlait justement là des objets de notre quotidien. Est-ce que les ondes de nos cellulaires, les ondes Wi-Fi, Bluetooth, des choses comme ça, est-ce que ça a un impact, ça peut avoir un impact sur la qualité des spermatozoïdes et donc de la fertilité des hommes? Ah, ça, c'est un bon sujet. Peut-être que Catherine, qui a fait une révision récente là-dessus, tu voudras commenter. Mais on se pose des questions si, depuis que les ondes existent. Moi, quand je faisais mon doctorat en épidémiologie, il y avait des chercheurs à McGill qui étaient très, très impliqués dans une grande étude internationale pour lier les ondes ou l'utilisation du téléphone cellulaire au cancer du cerveau. Et c'est pas évident que ces associations-là sont très franches. En tout cas, moi qui me considère comme un granole puis qui est assez préoccupé de ces sujets-là chez nous, on est
ultra Wi-Fi parce qu'on en a besoin comme outil de travail ou d'études. Bien sûr. Mais je ne sais pas si tu es tombé sur des sujets de cet ordre-là, Catherine? Pas des associations très franches, en effet. Là, je pense que c'est des tendances qui sont observées, mais j'aurais pas un pourcentage à vous dire ou des données très, très solides là-dessus. Mais je pense que comme dans toute chose, la modération a bien meilleur goût. C'est de faire attention, de le savoir, puis je pense d'ajuster notre quotidien en conséquence. Mais c'est sûr que je ne dormirai pas sur ma borne Wi-Fi, par contre. Il y a des limites. Comment est-ce qu'on peut déceler une infertilité masculine et quels sont les tests ou les examens que les hommes sont amenés à passer? Ça, c'est une excellente question. Puis je pense que ça peut effrayer certains jeunes hommes ou dans un couple à aller consulter pour ça. On ne sait pas à quoi s'attendre, on pense que ça va faire mal. Fait que, globalement, pour évaluer l'homme, ben, ce qui va aider à la conception, c'est les spermatozoïdes. Donc, c'est vraiment ça qu'on veut venir analyser. Donc, l'analyse du sperme, on appelle ça un spermogramme. Donc, en quoi ça consiste? Ben, c'est de prélever un échantillon complet de sperme après une éjaculation, puis qu'on amène au laboratoire. Puis, le sperme, à ce moment-là, ben, il va être analysé par un biochimiste qui va regarder ça dans les laboratoires d'andrologie, puis il va quantifier. Fait qu'il va regarder le volume du sperme, il va regarder par la suite le nombre de spermatozoïdes dans l'éjaculat, la concentration en soi avec le volume. On va regarder à quel point ils bougent, puis si oui, de quelle manière. On va regarder s'ils ont des formes normales. Fait que c'est toutes des choses au laboratoire qui sont analysées. Puis nous, ça nous permet après, souvent on en demande 2 pour comparer parce qu'on a toutes des mauvaises journées de temps en temps. Fait que ça, c'est le reflet dans le spermogramme. Mais on en demande 2, puis on les compare par la suite. Puis ça nous permet après ça de faire un diagnostic sur la qualité du sperme. Ensuite de ça, ben c'est sûr qu'on parle aux patients, on pose des questions de base, donc des problèmes de santé, si on a déjà été opéré et tout. Puis on fait une revue de la médication, des habitudes de vie. Par la suite, c'est sûr que ça va comprendre un examen physique. Puis ben les spermes, ça c'est pas au niveau de la bedaine, c'est au niveau des organes génitaux. Donc c'est sûr que ça va nécessiter un examen du pénis, des testicules, puis vraiment de vérifier que tout est anatomiquement normal pour l'examen. Fait que c'est sûr qu'il faut s'attendre à ce qu'on examine à l'intérieur de la bobette. Fait que ça, il faut le savoir d'avance. Mais globalement, il n'y a rien de douloureux en soi dans l'évaluation de l'infertilité. Puis je pense que ce qui ressort le plus, c'est de la gêne quand les gens viennent nous voir. Là, parce que personne n'aime ça parler de leur sexualité à la base. On en fait beaucoup des blagues, puis on entend des gens faire des blagues. Mais tu sais, quand ça devient un problème, la sexualité, ben souvent c'est tabou. Puis c'est un peu ça. Il faut avoir une attitude décontractée, puis pas banaliser, mais plus rendre ça naturel d'en parler quand ils viennent nous voir. Parce que nous, ça nous permet, dans le fond, cliniquement, cet examen-là, de nous assurer que la fonction hormonale est normale, de nous assurer de différentes choses, mais aussi que l'anatomie est normale. Oui. Parce qu'à l'occasion, c'est rare que ça se présente là, mais à l'occasion, on peut suspecter des malformations congénitales, des syndromes génétiques. Donc, on a parlé beaucoup des causes qui sont réversibles, mais occasionnellement, il y a des causes qui sont parfois irréversibles. Puis ça, ben, nous, ça nous met la puce à l'oreille ou la puce à l'œil ou avec l'examen physique. Et évidemment, ça se fait en confidentialité. Bien sûr. Puis ce qui est intéressant aussi des fois, c'est que justement, quand on décèle des petites choses, ben là, ça nous amène à re-questionner aussi des fois les antécédents familiaux. Tu sais, on y pense pas, mais ça peut découler aussi des problématiques familiales. Là, je pense juste par exemple à la fibrose kystique, ben, qui peut avoir un impact sur la motilité des spermatozoïdes. Ben, si la personne est complètement asymptomatique, mais on questionne, puis finalement, dans la famille, la maman est porteuse de gène de la fibrose kystique et symptomatique, ben à ce moment-là, ça nous aiguille sur d'autres diagnostics. Fait que c'est vraiment un questionnaire qui est hyper large, complet, puis non douloureux, si ça peut rassurer les gens. Je suis sûre que ça les rassure. On va passer maintenant sur les fonctions sexuelles, souvent tabous. J'aimerais qu'on discute des dysfonctions sexuelles ou problèmes de plomberie, avec des guillemets, que peuvent rencontrer les hommes. À votre avis, en tant qu'expert, quels aspects devraient être connus de tous? Ben, il y en a beaucoup des plomberies dans un pénis. Hein? Oui. Pour commencer, là, il y a une plomberie de sortie, normalement au travers duquel l'urine passe, l'urètre, qui chez l'homme passe au travers de la prostate. Donc c'est pour ça que tout le monde sait que les problèmes de prostate peuvent causer des problèmes urinaires. Mais on l'associe aussi à la fonction sexuelle parce que c'est l'organe nécessaire à la reproduction, mais aussi parce que les fameux traitements du cancer de la prostate, dont on parlera peut-être très brièvement tout à l'heure, sont associés avec des problèmes au niveau érectile. Donc, c'est un des sujets pour lesquels c'est tabou et malheureusement,
trop d'hommes encore aujourd'hui sont gênés de parler de leurs conditions de santé, à contrario des femmes, par exemple, qui, elles, plus souvent, vont être moins gênées de parler de leur historique de cancer du sein, par exemple. Donc, il y a une plomberie de sortie, mais il y a aussi une plomberie vasculaire, autant des artères que des veines qui viennent vasculariser les corps caverneux, qui sont des éponges, essentiellement, donc qui se gonflent. Et tout ça, c'est une mécanique qui est quand même assez délicate parce qu'elle dépend d'une innervation, donc un énième élément de plomberie qui lui, fait partie du système nerveux autonome, donc où le sympathique et le parasympathique, qui sont les deux aspects de ce système nerveux-là, interagissent. Et c'est là que le stress, c'est là que la fatigue, c'est là que toutes sortes de facteurs dont on va parler un petit peu plus peuvent agir. C'est une mécanique ou une plomberie, comme tu le dis si bien, qui est très délicate et qui est très fragile. Donc, c'est pas parce qu'on est un peu plus fatigué ou c'est pas parce qu'une fois on a de la dysfonction érectile qu'on est fini barré de cette fonction-là à vie. Là. Ça, c'est un premier message à passer. Je pense que les pathologies liées à ça, qui ressortent le plus souvent, c'est justement le fameux mot dysfonction érectile, fait que des troubles à avoir une érection, à la maintenir jusqu'à l'éjaculation. Fait que ça peut arriver dans n'importe quel contexte. Majoritairement, on voit ça chez les hommes après la cinquantaine, tu sais, jusqu'à 80 ans, il y a à peu près 50-80% des hommes vont avoir de la dysfonction érectile. Autour de 50 ans, peut-être un 20-25% qui vont commencer à en avoir. Mais tu sais, c'est sûr que c'est pas quelque chose qui touche les jeunes hommes en général. Si jamais c'est quelque chose qui survient chez un jeune homme, de la difficulté à avoir une érection, faut se souvenir que majoritairement, nous, de la manière qu'on les classe dans notre tête, c'est des causes plus psychogéniques, qui peuvent être généralisées dans toutes circonstances, difficulté à avoir des érections, juste situationnelles avec certaines personnes, certains contextes. Majoritairement, c'est ce qui touche le jeune homme en grande partie dans les troubles érectiles. Puis sinon, pour le jeune homme en général, c'est les troubles éjaculatoires qui reviennent souvent, puis qui sont encore une fois tabous à discuter. Là, on parle d'éjaculation précoce, donc qui arrive trop tôt au goût de la personne. Des fois, de manière subjective, ils pensent que ça arrive trop tôt, mais que finalement, c'est correct. Puis il y en a d'autres, au contraire, qui ont des éjaculations plus retardées, donc ça va prendre plus de temps. Fait que c'est d'autres problématiques là, chez l'homme qu'on peut retrouver en clinique. Ouais, ça, c'est très intéressant. Puis on pourra peut-être y parler tout à l'heure, mais tu donnais des statistiques tout à l'heure, Catherine. Donc, clairement, les problèmes érectiles, si on peut parler de ceux-là en premier, sont définitivement associés à l'âge, avec la fonction hormonale. Vous êtes peut-être au courant du phénomène d'andropause ou du déficit androgénique de l'homme vieillissant. C'est un peu l'équivalent de la ménopause de la femme chez l'homme. Donc, tout ça sont des facteurs qui peuvent affecter la qualité des érections. Sauf qu'il y a même certaines études, pour donner un petit pendant de ce que Catherine vient de parler, qui, chez les hommes dans la quarantaine, on suggère même qu'il y a 40% des hommes qui, jusqu'à un degré, en comptant tous les degrés de sévérité, là, donc même en comptant ceux qui ont des problèmes érectiles de faible sévérité, jusqu'à 40% des hommes qui peuvent avoir des problèmes au niveau des érections. Et la majorité du temps, ça va être réversible. Mais c'est un phénomène qui, donc, qu'il ne faut pas dramatiser, c'est un phénomène qui est fréquent, même chez les jeunes hommes. Okay. Ça reste qu'il faut garder en tête aussi que la dysfonction érectile, si on termine un peu là-dessus, c'est une problématique qui va survenir, comme on le dit, plus on prend de l'âge chez l'homme. Puis, autant que la fertilité, tout à l'heure, on a dit que c'est un reflet de la santé globale, c'est rapporté dans la littérature que les hommes, en fait, j'allais dire jeunes, c'est encore jeune, quarantaine, qui vont développer la dysfonction érectile de manière soutenue. Il y a des associations avec tout ce qui est les comorbidités, c'est-à-dire les problématiques cardiaques, infarctus, problématiques au niveau des artères du cœur. Puis c'est une chose, entre autres, à laquelle on doit penser. Un homme qui vient nous voir fin quarantaine, qui se met à avoir des problématiques érectiles, comme on l'a dit tantôt, c'est des petits vaisseaux sanguins au niveau du pénis, donc ils ont plus de chances de se bloquer. Donc, ça peut être un reflet d'une maladie coronarienne qui peut s'installer. Donc, nous, c'est important pour nous de faire le dépistage au niveau des comorbidités cardiovasculaires quand ces hommes-là viennent nous voir. Puis, pas nécessairement fin quarantaine, mais tout homme qui vient nous voir avec ça vaut la peine de faire un petit dépistage de base pour éviter que, justement, ça passe sous silence. Puis, Dieu seul sait à quel point c'est une maladie qui peut enlever la vie des gens. Donc, Mais ça, c'est un message clé probablement qu'on souhaitait transmettre, Catherine et moi, parce qu'en fait,
si les hommes sont capables d'enlever ce tabou-là, puis on le sait, c'est toujours un peu gênant de venir parler de ça à son médecin, qu'il soit masculin ou féminin, je pense pas que ça change grand-chose, mais c'est un message vraiment clé que si les hommes, vous arrivez à vaincre ce tabou-là, juste ne pas avoir peur d'en parler comme si c'était un symptôme, comme si c'était une manifestation que vous ressentez de quelque autre sujet que ce soit. Ben moi, j'en ai dans ma clinique, j'en ai vu plusieurs des patients qui, éventuellement, on leur a, entre guillemets, sauvé la vie en mettant en lumière d'autres problématiques de santé comme les maladies cardiovasculaires. Mais tantôt, ça peut être un reflet aussi d'une dépression, ça peut être un signe d'une surcharge de stress. Donc, c'est une manifestation qu'on invite les hommes à partager avec leurs médecins puis avec leurs proches parce que on ne sait pas toujours comment les interpréter puis c'est notre travail de le faire. Performance sportive et activité sexuelle. Est-ce que c'est un mythe que l'abstinence est bénéfique aux athlètes? Ah, ça, on a bien ri, hein? Pour être franche, je ne suis pas certaine d'avoir la réponse à cette question. Ce n'est pas écrit dans un livre, c'est pas... Puis il n'y a pas nécessairement, je pense, de littérature très étoffée là-dessus. Mais je pense que ça revient au mot d'ordre depuis le début de l'entrevue qu'on rapporte à plusieurs reprises. Le phénomène d'anxiété, de stress de performance. C'est sûr que quelqu'un de sportif va avoir tendance à se dépasser, à toujours vouloir faire mieux. Dans un contexte sexuel, c'est sûr qu'on recherche ça aussi. Tu sais, on veut pas que ce soit plate tout le temps, on veut pas que ça fonctionne pas tout le temps. Donc, c'est sûr qu'il peut y avoir une anxiété puis un stress de performance qui peut s'installer dans certains couples parce que l'érection n'est pas assez forte, elle n'est pas assez maintenue longtemps, ça permet pas d'arriver au but final de l'orgasme, de l'éjaculation. Fait que des fois, il peut y avoir de la déception qui embarque. Puis là, on rentre dans un cercle vicieux où on se met de la pression pour que ça fonctionne, mais on est stressé. Donc là, la tête n'est pas toute là, elle fait juste penser à ce qu'il faut que ça fonctionne. On oublie l'aspect plaisir, l'aspect du moment qui doit être agréable. Puis là, on rentre dans un cercle vicieux. Fait que pour revenir à la question, c'est sûr que si on veut faire du pouce sur la reste de la phrase qui était l'abstinence peut-elle être bénéfique, est-ce que le fait de faire de l'abstinence te donne le goût de le faire plus après, puis là, finalement, ça fonctionne mieux? J'ai pas la réponse à cette question-là, mais je pense qu'il faut dédramatiser aussi. Puis, tu sais, s'il y a un problème, faut pas taper sur le clou trop longtemps. Faut juste le reconnaître, essayer de trouver des solutions. Puis, en troubles éjaculatoire, tu sais, précoce, retardé, comme on parlait tantôt, les dysfonctions érectiles chez les jeunes, je pense qu'il y a beaucoup de counseling à faire. Puis, dans notre jargon, on dit toujours réassurance. Il n'y a rien de dangereux, vous n'êtes pas anormal. Je pense qu'il faut juste travailler un peu en amont sur l'anxiété qui est identifiée. Puis, c'est peut-être des patients qu'on réfère en sexologie, par exemple, ou en psychologie. Si on voit qu'il y a un trouble d'anxiété plus important, sous-jacent, c'est pas juste lié aux activités sexuelles, mais si en questionnant dans la vie de tous les jours, il y a de l'anxiété, un fond justement dépressif sous-jacent, ben ça peut être quelque chose qu'il faut adresser. Puis ça, c'est un très, très beau message, en fait. Puis c'est un parfait exemple, en fait, que ces problèmes-là, où la santé masculine, en fait, c'est aussi, en quelque part, une affaire de couple. Puis si on est capable de développer des techniques, par exemple, pour gérer le stress, parce qu'on en a tous, mais si mieux on gère le stress, mieux meilleure va être notre fonction sexuelle, généralement définie. Puis des trucs tout simples comme les applications qu'il y a sur nos téléphones intelligents, Bamboo, des façons d'apprivoiser la méditation en pleine conscience, des trucs comme ça, ou tout simplement développer notre capacité relationnelle, écouter, échanger en couple, partager nos craintes, nos stress. Probablement qu'une majorité des problèmes érectiles ou sexuels chez l'homme vont se régler de cette façon-là, simplement en s'ouvrant et en discutant dans le couple. C'est sûr même. Les constructions sociales autour de la virilité posent-elles obstacle en milieu clinique? Alors, j'ai des petits exemples. Allez-y. Performer sexuellement, taille du pénis, etc. Est-ce un enjeu qui se traduit sur la santé des gens? Je pense que oui, parce qu'encore une fois, message clé, ça amène beaucoup d'anxiété aux jeunes hommes. Tu sais, mes testicules sont pas assez grosses, j'ai moins de poils que mon ami au vestiaire, j'ai vu ça. Je pense que c'est des choses qui peuvent faire penser au jeune homme qui est anormal. Mais à virilisation complétée pour deux jeunes hommes de 25 ans, ben il y a une tendance familiale à la pilosité aussi, puis ça dépend de la charge androgénique chez l'homme, mais tu sais, un peut être plus élevé, l'autre peut être un peu plus bas, mais les deux tout à fait fonctionnels. Fait que l'apparence physique ne doit pas
de manière générale, être une crainte pour le jeune homme qu'il n'est pas capable d'avoir des érections suffisantes puis il n'est pas capable d'avoir une virilité assumée. Je pense qu'il faut déconstruire un peu ça, que plus le pénis est gros, plus je suis viril, plus j'ai de poils, plus je suis viril, ça n'a pas du tout rapport. Puis tu sais, en termes de statistiques, là, il y avait un papier qui avait déjà sorti que la longueur moyenne du pénis avait été estimée autour de 13 cm dans une population d'hommes, mais encore là, sans l'érection. Fait qu'il faut pas prendre ça pour du cash, il s'agit d'une moyenne. La population choisit peut-être pas toute le même genre d'hommes non plus, même âge, même nationalité, même famille. Donc, il y a beaucoup de choses qui peuvent jouer, puis je pense qu'il faut calmer les jeunes hommes là-dessus pour les rassurer. Il y a énormément de variabilité et puis c'est ce qui fait partie de la richesse de la nature. C'est juste que aujourd'hui, pour toutes sortes de raisons, pour ce qui est disponible dans les sujets en ligne, la pornographie, tout ça, les jeunes qui peuvent consulter ça vont certainement avoir des visions déformées de ce qu'est la normalité. Puis un autre exemple qui est intéressant, c'est que la consommation de cette pornographie en ligne-là est un facteur lui-même de dysfonction sexuelle. Probablement par les torsions de perception que cela peut entraîner. Les attentes qui sont mises de manière irréaliste, trop élevées, tu sais. La durée de l'érection, tu sais, le calibre de l'érection aussi, c'est toutes des choses qui... comme toute chose dans la vie, en fait, quand tes attentes sont un petit peu irréalistes, c'est sûr qu'on va finir par être déçus. Là. Puis un autre exemple qui est intéressant parce que probablement qu'une majorité d'hommes ont été en contact avec ça, c'est l'espèce de balance entre les hormones masculines et féminines durant l'adolescence, parce qu'on a une grande poussée hormonale, mais tantôt, un adolescent, certains, ça va être plus tôt dans leur croissance, d'autres, ça va être beaucoup plus tard, vont penser qu'ils sont comme des femmes, parce que cet équilibre-là d'hormonal peut faire, entre guillemets, pousser les seins légèrement. La grande majorité du temps, ça va se régresser, ça va disparaître par la suite. C'est juste une question d'équilibre hormonal. Donc ça peut jouer aussi les perceptions de ce qu'on a. Puis ça fait partie, la normalité, ça fait partie d'évolution, dans ce cas-ci, sexuelle, dans le fond, au niveau de la maturité. Puis je pense que le mot-clé, c'est de ne pas se comparer. Chaque individu est unique, puis c'est pas parce qu'on n'est pas pareil comme notre ami, notre voisin, qu'on a un problème. C'est ça. C'est peut-être la personne qui se pense inférieure qui finalement est plus normale. Là. Mais oui, peut-être. Sait-on jamais. Est-ce que, pour vous, la physiothérapie périnéale, chez un homme, ça a du sens? Oui. On les aime beaucoup, nos amis physiothérapeutes. Et puis, Catherine a des beaux exemples, en fait, à partager. Oui, mais la physiothérapie périnéale, en fait, là, on y pense de plus en plus dans les dernières années avec les femmes, justement, en pré-accouchement, péri-accouchement, puis en postpartum. Chez l'homme, en fait, on l'utilise aussi, la physiothérapie périnéale. En fait, une des raisons en urologie, là, dans nos cliniques pour lesquelles on va avoir tendance à référer, la raison numéro 1, c'est principalement les contextes douloureux, en fait. Fait que ça en fait partie. Le contexte de douleur sur des muscles du plancher pelvien qui sont trop toniques, c'est-à-dire trop contractés, trop durs. Puis à la longue, ben, c'est comme un peu un claquage, là, dans le sens qu'il faut apprendre à détendre ces muscles-là. Puis les physiothérapeutes périnéales nous aident beaucoup de ce côté-là. Quand ils nous sont référés pour douleurs, justement, pelviennes, douleurs scrotales, finalement, on se rend compte que ça vient d'ailleurs. Ou sinon, ben, pour les troubles urinaires aussi chez l'homme, là, des problèmes de rétention, par exemple, si on voit qu'il y a une problématique au niveau des petits planchers pelviens aussi, on le voit peut-être un petit peu plus chez la femme, mais ça reste que ça peut aider chez l'homme. Puis principalement, chez la femme, l'incontinence urinaire, ça l'aide aussi. Puis chez l'homme, on va peut-être en reparler avec le cancer de la prostate tout à l'heure, mais ça reste que lorsqu'on enlève la prostate pour un cancer de la prostate fait un obstacle en soi dans le chemin de l'urine de la vessie jusqu'au bout du pénis. Comme on discutait un petit peu tantôt, ben si on l'enlève, on enlève cette barrière-là qui faisait peut-être office de deuxième mécanisme de retenue pour l'homme. Donc on se ramasse surtout en travaillant proche des muscles à enlever cette barrière-là qui est la prostate, puis à causer une dysfonction des muscles de la retenue chez l'homme. Donc on les réfère en physiothérapie périnéale avant la chirurgie pour les renforcer, ces muscles-là, pour qu'une fois la prostate enlevée, ben, on diminue en fait l'intensité de l'incontinence urinaire puis augmenter la capacité que la continence revienne sur l'année après la chirurgie. Donc, c'est des aides précieuses, je pense, dans nos cliniques. C'est pas à sous-estimer, puis c'est vraiment un professionnel qui travaille en parallèle avec nous en clinique.
Puis ils ont vraiment une expertise de pointe parce que parfois, mettre en évidence ces problèmes-là sont difficiles. Ouais. Un classique, Catherine, tu parlais des douleurs chroniques du plancher pelvien ou les douleurs pelviennes tout simplement chroniques. Ben, souvent, ça va se présenter sous forme de prostatite. Okay. Puis bon, c'est parfois les premières fois qu'on a un toucher rectal, quand on a une infection urinaire, qu'on est jeune, puis là, ben, c'est nécessairement un peu inconfortable pour la majorité. Donc, des fois, juste le fait d'avoir l'examen de la prostate, donc via le toucher rectal, ça peut causer un inconfort, ça peut causer une douleur, entre guillemets, qui parfois peut être associée à une prostatite, alors que parfois, ben, c'est d'autres phénomènes qui sont réellement musculaires. Donc, pour nous, il faut garder la puce à l'oreille que lorsque ces douleurs se chronicisent là, il faut qu'on pense à ces causes-là, mais aussi, on n'hésite pas, et il ne faut pas le faire là, du tout, mais on n'hésite pas à consulter les experts du musculo-squelettique fonctionnel, que sont nos collègues physiothérapeutes, par exemple. Eux les connaissent encore mieux que les médecins, les muscles plancher pelvien, puis les muscles partout à travers le corps. Donc, il ne faut pas penser qu'on va voir le médecin, puis le médecin peut tout régler. Des fois, on a besoin de l'aide d'autres professionnels pour régler le problème du patient. Formidable. Si vous voulez faire connaissance de notre précédente invitée qui est physiothérapeute, c'est dans l'épisode sur l'accouchement et la santé périnéale. Bonne idée. Donc, on parlait du cancer de la prostate, on en a très rapidement parlé. Aujourd'hui, on sait que le cancer de la prostate, c'est la 3e cause de décès chez les hommes au Canada. Est-ce que c'est un cancer qui est particulièrement mortel ou est-ce que c'est parce qu'il est très répandu? En fait, il est très répandu. Dieu merci, c'est pas le plus mortel. Donc, en proportion, on réussit à guérir ou là, le sujet de l'heure, c'est à ne pas trop traiter. On pourra parler du surtraitement. Mais en réalité, c'est le cancer le plus fréquent. Donc, ça dépend d'une année à l'autre. Là. Des fois, c'est un homme sur 7, un homme sur 8. C'est un homme sur 9 présentement qui, au courant de sa vie, va avoir un diagnostic de cancer de la prostate. Donc, c'est clairement le diagnostic de cancer le plus fréquent et parmi les causes de mortalité les plus importantes. Donc, c'est un petit peu des deux de ce que tu venais de dire. Mais nous, notre défi, dans le fond, c'est d'essayer de trouver les bons hommes à qui faire le bon diagnostic au bon moment. Parce qu'il y a des cancers, on pourrait dire, tortueux, qui vont évoluer très lentement. Puis ceux-là, ben, si on peut éviter de les diagnostiquer, c'est encore mieux. Parce que là, on ne vit pas avec le stress d'avoir un diagnostic de cancer. Comme il y a eu un changement de nomenclature dans les dernières années, ça nous aide. Puis c'est d'ailleurs une des raisons pour lesquelles on a poussé à l'échelle internationale pour redéfinir cette nomenclature-là. Parce qu'à l'époque, il y avait un certain Dr. Gleason qui avait inventé un score, mais dont on s'est rendu compte, après les dernières années, que c'était l'échelle 6 sur 10 qui était franchement un diagnostic de cancer. Mais déjà, les hommes qui avaient un cancer de très bas risque avaient un diagnostic de 6 sur 10. Donc ça, c'est un peu inquiétant. Alors que maintenant, c'est devenu un 1 sur 5. Okay. Donc, il y a eu une nomenclature qui nous aide à mieux discuter avec les hommes de cette réalité-là lorsqu'on a un cancer qui est déjà diagnostiqué. Donc ça, c'est pour les cancers de bas risque. Par contre, il y a tout un spectre dans cette maladie-là. Et il y a des cancers de haut risque ou qui sont agressifs, soit parce que leur stade est avancé, donc ils croissent localement, soit parce qu'ils ont des métastases ou parce que le grade est élevé. Donc, c'est ceux-là qui vont avoir une tendance à croître beaucoup plus rapidement et c'est ceux-là qu'on veut essayer d'identifier le plus tôt possible pour augmenter nos chances de guérison. Donc, c'est un spectre, cette maladie-là, et c'est ça qui en rend le sujet pour un scientifique de cette maladie-là si intéressant, parce qu'il faut se poser beaucoup de questions, tant au niveau social, parce que si on se met à faire des tests à outrance, par exemple, le sujet de l'heure, c'est la résonance magnétique, donc c'est un bon test, c'est loin d'être parfait, mais c'est probablement le meilleur test pour nous aider à dépister s'il y a présence ou pas de cancer, sans qu'on fasse un geste diagnostique pour le poser, qui est une biopsie. Et cette biopsie-là, bien, évidemment, elle comporte un peu de risque. Donc, on essaie de l'utiliser à bon escient. Entre autres, pour minimiser nos chances de diagnostiquer le fameux cancer de bas risque, on essaie le moins possible de diagnostiquer, mais aussi pour éviter les effets secondaires. Alors, si on utilisait la résonance magnétique chez tout le monde, au premier venu,
vous comprendrez que pour des cas où c'est absolument essentiel, par exemple, j'en ai besoin dans une planification chirurgicale, j'en ai besoin pour un problème musculo-squelettique pour poser un diagnostic, certains moments où ça peut être vital, on ne peut pas se permettre d'utiliser tout ça. Donc, réfléchir au cancer de la prostate, aussi intéressé, c'est se poser des questions autant individuelles que sociétales parfois. Donc, si je comprends bien, pour pouvoir dépister le cancer de la prostate, il faut faire un IRM. Et si on n'est pas certain, il faut qu'on aille à la biopsie? Pas d'emblée. OK. En fait, les recommandations suggèrent qu'à partir de 50 ans, on discute en première ligne. Fait que médecins de famille, ou s'ils nous sont référés justement pour une prise de sang ou un examen normal, qu'on discute avec eux autres de pousser le dépistage un petit peu plus loin. Fait que le dépistage en soi de base, qui est recommandé par nos associations, consiste en un examen de la prostate, qu'on a expliqué tantôt comme étant le fameux toucher rectal. Donc, ça nous permet ça de palper l'extérieur de la prostate. Ça permet pas de palper la totalité de la prostate, mais la zone qui nous est accessible à tout le moins, qui est la zone la plus fréquente là, où il y a les cancers. Puis une prise de sang aussi, donc un test sanguin, comme on passe pour beaucoup d'autres choses, où on va doser en fait là, le PSA, qui est en fait un reflet de la taille de la prostate, de s'il y a une activité anormale comme un cancer. Le PSA peut être augmenté sur une infection aussi. Fait qu'il y a beaucoup de choses qui peuvent faire varier le PSA, mais quand on corrèle les deux ensemble, l'âge du patient, ses origines, on sait que les Afro-Américains ont plus de chances d'avoir un cancer de la prostate que des hommes caucasiens, par exemple. Si dans la famille, on sait que l'homme en question a des frères, un père avec des cancers de prostate diagnostiqués, des sœurs avec des cancers du sein, entre autres. On pourra parler peut-être un peu plus du lien génétique tout à l'heure, mais cancer colorectal, entre autres, c'est d'autres types de cancers que quand ils sont recherchés au niveau de la famille, on les note. Ça fait beaucoup d'arguments dans la balance pour dire vous avez un risque qui est quand même plus élevé que le fameux 1 sur 8, 1 sur 9 qu'on parlait tout à l'heure. Je pense que ça vaudrait la peine qu'on essaie de voir si on ne trouverait pas quelque chose d'anormal. Les dépistages, on n'a pas besoin de faire ça tous les mois, heureusement pour les messieurs, mais tout dépendamment de notre doute clinique, la valeur de la prise de sang pour la prostate, le fameux PSA, ben on ajuste l'intervalle des dépistages à partir de 50 ans. Puis c'est quand on l'arrête, ben ça c'est une bonne question. Je pense qu'il faut savoir s'arrêter à un certain moment donné. Comme Dr. Fradel l'expliquait tout à l'heure, il y a des cancers de bas risque qui vont évoluer très lentement, puis qui, rendus à 80 ans, si on les trouve, ben, sans les avoir trouvés, le patient serait peut-être décédé malheureusement de d'autres choses, puis on l'aurait jamais su, tu sais. Fait que c'est important de savoir s'arrêter, puis ce qu'on recommande, c'est qu'à partir de 70 ans, ou quand on a une espérance de vie de moins de 10 ans, d'arrêter le dépistage. Fait que c'est globalement les points clés à retenir, mais je pense que on essaie de se battre un petit peu là-dessus pour que ça continue le dépistage, que ce soit des décisions partagées, oui, mais d'encourager les hommes parce que quand on les trouve, puis justement on trouve quelque chose de cliniquement significatif qui peut changer un peu la mortalité du patient à court moyen terme, ben c'est là que je pense qu'on a fait notre travail. C'est un sujet qui est très controversé, le dépistage du cancer de la prostate, parce que en 2008 environ, le US Preventive Services Task Force américain a émis une recommandation de grade D, c'est-à-dire qu'il s'opposait à l'utilisation du PSA ou l'antigène prostatique pour dépistage du cancer de la prostate. Alors donc ça fait couler beaucoup d'encre. 2 années plus tard, au Canada, il y a une recommandation un peu moins tranchée, mais un peu similaire. Et puis la raison, c'est à cause des coûts et à cause de la possibilité de surtraitement. Parce que si on se met à diagnostiquer beaucoup de cancers de très bas risque, qui, eux, sont les cancers indolents que Catherine parlait, qui, probablement, l'homme qui en est diagnostiqué va mourir avec son cancer, non pas du cancer, ou même va mourir avec son cancer sans symptômes. Donc, si on traite, donc ça, c'est un surdiagnostic. Et en plus de si on surdiagnostique, si on surtraite, donc si on traite les hommes qui ont un cancer dit indolent, qui a très peu de chances d'affecter autant au niveau symptômes que durée de vie, à ce moment-là, c'est là où il y a un problème. Puis malheureusement, la balancier est allée très loin. Au Canada, beaucoup moins, parce qu'on a été des protagonistes assez agressifs de ce qu'on appelle la surveillance active, qui est la solution au surtraitement. Donc, les cancers de bas risque, en 2 mots, on les surveille de manière active. Donc, il y a un suivi médical, un peu comme si on faisait un suivi du diabète. Donc, on va faire des prises de sang, on va faire des examens physiques, puis éventuellement, il faut refaire parfois des biopsies ou des imageries comme IRM. Mais ça, c'est une solution pour éviter de surtraiter. Donc, on choisit nos patients de manière assez sélective
qui on va leur proposer une chirurgie ou une radiothérapie ou d'autres traitements pour ceux qui ont une maladie plus métastatique. Donc ça, c'est assez important, mais si on veut tout éviter ça, ben, il faut essayer de choisir les hommes à qui on va proposer des interventions diagnostiques. Et maintenant, on pourrait dire en bonne partie grâce à ces recommandations qui maintenant sont un petit peu considérées extrêmes parce que le balancier est passé d'une extrême où est-ce que certaines études, les études auparavant nous disaient qu'on trouvait des cancers agressifs en termes de grade, même chez des patients qui avaient des PSA très faibles, le fameux test sanguin. Donc, les urologues, on s'était mis, basé sur cette science-là, à faire beaucoup de biopsies, donc en étant moins sélectifs, de peur de manquer des cancers plus agressifs. Sauf qu'on s'est rendu compte qu'en fait, il y a peut-être d'autres façons de faire ça. Par exemple, suivre, connaître les valeurs et les préférences du patient. Est-ce que ça l'inquiète beaucoup, la possibilité de vivre avec un cancer? Ou au contraire, il est inquiet des effets secondaires d'un éventuel traitement Alors, comment la qualité de vie est pondérée dans chacun des couples. Donc, on appelle ça les valeurs et préférences. Et ça pèse très lourd dans la balance à partir de quand je fais une procédure diagnostique, mais même à partir de quand je fais un test de dépistage, comme utiliser le PSA pour voir s'il y a une possibilité d'un cancer de manière asymptomatique. Je trouve ça très intéressant qu'on prenne en considération justement le fait que ça me dérange, ça me dérange un petit peu moins et que tout ça on calcule et puis on voit jusqu'à quel point on va. Je trouve ça très intéressant. En fait, la médecine est comme ça. La médecine est faite de gris. On essaie de nous faciliter la tâche ou faciliter la tâche au plan légal en essayant de mettre des algorithmes, des façons de faire, on appelle ça des lignes de pratique. Mais en bout de ligne, on doit prendre une décision avec chaque patient. Et c'est un peu ça l'art de la médecine. C'est apprendre à connaître l'autre, autant d'un point de vue patient, connaître son docteur, mais du docteur, c'est une responsabilité de connaître son patient pour essayer de choisir laquelle des décisions parmi les teintes de gris qui sont possibles est la plus appropriée pour chaque individu. C'est ça le côté art, puis c'est ce qui en fait un métier si passionnant parce qu'on va à la rencontre de l'autre dans chacune des décisions qu'on fait. C'est beau. Ouais, c'est ça. Le Movember, est-ce que ça marche? Est-ce que la campagne, aujourd'hui, elle semble cibler les jeunes adultes? Est-ce que pour vous, c'est une stratégie qui est pertinente en sachant que le cancer touche des hommes plus âgés? Movember est là depuis longtemps. Movember, je pense, ça fait beaucoup de bien parce qu'ils ont réussi à trouver un côté humour. Loufoque. On pourrait dire loufoque. Je me demande si on pourrait même pas dire tendance, voire à la mode. C'est ça, la fameuse moustache, sérieusement. Ça a commencé par ça, là, au milieu fin des années 2000, dans le fond, ils ont émergé. Et puis, Movember a ramassé énormément d'argent à l'échelle de la planète et ils en ont redistribué une bonne proportion. Et moi-même et d'autres de mes collègues chercheurs avons eu plusieurs subventions à l'époque Prostate Cancer Canada, ou maintenant c'est des organismes Movember international. Et donc ça, c'est des retombées directes pour l'amélioration des soins, du diagnostic, de la prise en charge. Donc au départ, Movember, c'était très centré sur le cancer de la prostate, donc le lien directement à faire est important, mais Movember, c'est devenu une énorme organisation internationale qui se préoccupe de beaucoup d'autres aspects de la santé masculine. Par exemple, dysfonction érectile, par exemple, le bien-être mental, la santé psychologique, et même le cancer du testicule. Il y a eu des subventions de recherche en cancer du testicule. Donc, toutes sortes de sujets qui sont reliés à la santé masculine. Et ça, je pense qu'on leur doit une fière chandelle parce qu'ils ont contribué de manière très élégante et en utilisant les médias sociaux, en mobilisant les populations, à sensibiliser la population mondiale, ni plus ni moins, à la cause de la santé masculine, puis peut-être à contribuer à briser un peu des tabous grâce à cette moustache, grâce à mon look. J'aime porter tout ça. Je trouve ça cool. Je trouve ça vraiment bien. Donc ça, c'est fantastique. Par contre, l'envers de la médaille, c'est que c'est une immense organisation internationale. Très, très grosse organisation internationale. Et c'est une fraction très petite de l'argent qu'on envoie à cette organisation internationale-là qui, ultimement, revient au Canada via des subventions de recherche ou via des programmes de support. A contrario, des initiatives locales, comme toutes sortes d'organisations, toutes sortes d'activités de financement local, de diffusion des connaissances qu'on fait
avec l'Université Laval, par exemple, des levées de fonds qu'on fait avec l'Université Laval ou avec la Fondation de notre hôpital, le CHU de Québec. Ça, c'est de l'argent qui va être redistribué, qui va rester 100% pour avoir un impact sur notre capacité de faire de la recherche dans la région ou sur notre capacité de donner des soins dans la région. Et dans ça, bien, j'inclus Procure, qui est une organisation à laquelle je suis un collaborateur, mais qui est sous le leadership de Armin Aperkian, puis sous le leadership de McGill, mais à laquelle beaucoup de contributeurs de la province sont affiliés, et qui, ça, est directement laisse un impact pour les soins des patients. Tous les patients qui ont un diagnostic de cancer de la prostate, maintenant, je les réfère à ce site web-là, donc Procure, Procure.ca. C'est un site qui est merveilleusement bien fait, qui est très pratique et que nos patients apprécient beaucoup. Ben moi, à chaque année, depuis plus d'une décennie, j'achète le fameux Movember, parce qu'eux font le Movember, donc qui est un peu le parallèle du Movember, mais dans un mouvement local qui a un impact directement sur notre communauté, et qui finance aussi la recherche, en plus d'avoir une traduction des soins. Donc ça, c'est une grande fierté au Québec, dont on se doit de faire la promotion de manière égale à comment je pense on peut être fier dans le domaine de l'impact que Movember a eu. Est-ce qu'on peut prévenir le cancer de la prostate? Est-ce qu'il y a des choses que les hommes jeunes et un petit peu moins jeunes peuvent faire pour limiter le développement du cancer de la prostate? Ah ben ça, c'est un sujet intéressant. Il y a même certaines études qui suggèrent qu'en fait, nos habitudes de vie dans l'adolescence ou durant les premières années de la vie adulte auraient peut-être des impacts sur le développement du cancer de la prostate, voire même quand on est tout jeune. Il y a des bizarreries dans le cancer de la prostate qui font qu'une partie du système reproducteur, comme la vésicule séminale, tout à l'heure on parlait des prélèvements testiculaires, donc le spermatozoïde aboutit éventuellement dans le sperme, dans l'éjaculat, mélangé avec le liquide de la prostate, mais entre-temps, il est storé dans la vésicule séminale, une petite poche qui est accolée à la prostate. Mais le cancer de la vésicule séminale, ça n'existe à peu près pas. On voit jamais ça. Alors que le cancer de la prostate, il est extrêmement fréquent, pourtant, ça origine presque, c'est très proche l'un de l'autre au plan embryologique. Pourtant, le cancer n'est que de la glande elle-même. Alors, ça donne à penser qu'il y a probablement des facteurs qui peuvent, très précocement dans notre vie durant, affecter ce risque de cancer de la prostate. Le problème, c'est que c'est très difficile à mesurer. Se rappeler au moment où on a un diagnostic de cancer de la prostate, en moyenne passé 60 ans, qu'est-ce qu'on a mangé, qu'est-ce qu'on faisait, nos habitudes lorsqu'on était adolescent, c'est virtuellement impossible. C'est le sujet d'une des études prospectives qu'on mène, la fameuse étude BioCap-GREPEC, dans laquelle on a recruté plus de 2000 hommes à l'échelle de la province du cancer de la prostate, qui vise à identifier justement a priori, donc avant qu'on fasse un diagnostic de cancer de la prostate, on mesure différents facteurs de risque qui sont reliés aux habitudes de vie. Et ensuite, on suit les hommes pour voir de manière prospective, on appelle ça une étude de cohorte prospective, qui aura une incidence, qui aura une survenue du diagnostic de cancer de la prostate pour essayer d'inférer vraiment une causalité, parce qu'on l'a mesuré bien avant que la maladie survienne. Le problème, c'est que bien avant, donc souvent, ils vont participer quand ils sont dans la cinquantaine ou la soixantaine. Est-ce que c'est assez avant? Ben là, on ne le sait pas. On a mesuré là, des facteurs qui se mesurent là. On aura plus d'informations dans les prochaines années à vous partager à ce sujet-là. Mais c'est un cancer qui, certainement, est en augmentation de l'incidence. Alors, le fameux test PSA, l'antigène prostatique spécifique dont on parlait tout à l'heure, et lorsqu'il a été introduit dans le marché, a causé directement une augmentation des diagnostics de cancer parce qu'avant, on n'avait pas d'outils pour les mettre en lumière ou suspecter la présence du cancer de la prostate, autrement que lorsqu'on faisait le toucher rectal puis on sentait une bosse sur la prostate. Donc, c'est une petite minorité des cancers. Mais une fois qu'on essaie d'enlever cet effet-là, bien, on se rend compte que malgré tout, l'incidence du cancer de la prostate augmente dans le temps. Et ça, c'est dur à penser que nos gènes dans la population évoluent tant que ça. Donc, ça suggère qu'il y a des phénomènes
environnementaux ou en particulier des phénomènes qui sont reliés aux habitudes de vie. Donc, ça revient à ce que Catherine nous parlait tout à l'heure pour la fertilité. On se répète dans le fond. En fait, on se répète, puis probablement qu'on se répète d'une maladie à l'autre. Donc, même en urologie, on se répète, mais il y a fort à penser. Donc, moi, j'ai plusieurs collègues chercheurs, là, des stars mondiales dans la prévention du risque cardiovasculaire. Dans le domaine de la nutrition, dans le domaine des cancers, on se rend compte que probablement une proportion importante des maladies chroniques, en fait, sont liées à l'inflammation ou sont nées à une espèce d'état chronique commun qui est certainement lié aux habitudes de vie. Donc, le fait de faire du sport, le fait de manger du junk food, le fait de ne pas dormir, sont tous des facteurs qui affectent la fonction immunitaire ou la fonction inflammatoire. Et ça, ce sont probablement aussi, certains sont mieux démontrés que d'autres, mais ce sont probablement aussi des facteurs de risque du cancer de la prostate. Et ça commence quand on est jeune. Donc, si on a la chance de tomber dans une famille qui mange santé, si on a la chance de tomber dans une famille qui nous encourage à faire de l'exercice, possiblement que notre risque de cancer de la prostate, plus tard, il est réduit. Donc, tout ça, c'est beaucoup au niveau de la recherche, mais il y a quand même certains facteurs qui sont en train d'émerger, entre autres au niveau nutritionnel. Essentiellement, il faut bien manger pour réduire notre cancer de la prostate, mais ça donne bien. Ça va réduire notre risque de maladie cardiovasculaire, ça donne bien. Ça va réduire notre risque de dysfonction érectile et de problèmes éjaculatoires. Donc, pourquoi pas le faire? C'est ça. Et il nous reste le dernier petit bloc sur les professions. Quels sont les professionnels de la santé qui jouent un rôle dans les problématiques de santé masculine? Clairement pas juste l'urologue. C'est oui, nécessairement, l'urologie est reliée à la santé masculine, mais je pense qu'à prime abord, si on voit des patients, c'est parce que la première ligne les voit aussi. Fait que je pense à tout ce qui est urgence, donc les urgentologues, les médecins de famille, en cabinet, en prise en charge. Donc, je pense qu'eux autres ont un rôle à jouer aussi en termes de dépistage ou d'évaluation initiale. Puis c'est grâce à eux, en fait, qu'on voit les patients ensuite, parce que les patients n'ont pas accès nécessairement à nous en première ligne. Ou sinon, je pense que qui joue sur la santé masculine, comme on parlait tout à l'heure, l'andropause en soi, tout ce qui est débalancement hormonal, la dysfonction érectile avec les risques cardiovasculaires. Je pense qu'il y a d'autres professionnels qu'on est à risque d'impliquer dans notre prise en charge des patients, dont les endocrinologues, les cardiologues, par exemple. Puis comme on a parlé tout à l'heure avec les physiothérapeutes, je pense qu'eux autres aussi ont un grand rôle à jouer sur notre clientèle masculine. Des professionnels qui sont malheureusement dans une traque ou dans un système d'accès un peu trop isolé du réseau de la santé publique, c'est les psychologues. Hein, on a parlé comment l'anxiété, comment le bien-être peut avoir un impact sur beaucoup de fonctions de santé masculine qui ont tout un équilibre très fragile, hein, autant au niveau sexuel mais que bien-être global. Et ça, c'est malheureux qu'on n'ait pas plus facilement accès au Québec. Et même pour ceux qui ont les moyens de se payer ces accès-là, malheureusement, surtout avec la COVID, nos collègues psychologues sont très débordés de travail. Donc, si vous avez la chance ou vous ressentez moindrement le besoin et que vous avez la chance d'avoir un accès à un psychologue, je vous recommande grandement de saisir cette opportunité-là. Exact. Même dans cette boîte-là aussi, on peut inclure les physiothérapeutes. Ça reste un spécialiste qui peut nous aider en santé masculine, mais qui n'est pas nécessairement couvert en termes de soins de santé. Fait que la majorité d'entre nous qui en ont besoin, dont nos patients, doivent débourser. Des fois, ça reste l'enjeu monétaire, autant pour le côté psychologique que le côté physique avec les physiothérapeutes, empêche nos patients d'avoir le traitement qu'on jugerait adéquat pour eux. Puis il faut pas exagérer là-dessus dans le sens que tout facteur urologique n'est pas qu'une affaire de couple, mais c'est assez évident de par l'entretien qu'on a eu aujourd'hui qu'il y a beaucoup de ces sujets-là, dont le cancer de la prostate, dont l'éjaculation, dont l'érection, dont la fertilité, qui sont des sujets de couple. Donc, le partenaire idéal pour cheminer en santé quand on est un homme, c'est notre conjointe ou notre conjoint, ou c'est de le vivre en couple, de le vivre ensemble, parce qu'il ne faut pas hésiter à partager. Puis c'est souvent, on va avoir une meilleure rétention aussi à deux de ce qui va être véhiculé comme information dans un moment stressant. Par exemple, je vais voir Catherine parce que j'ai un problème éjaculatoire. Je ne me rappellerai pas d'une fraction de ce qu'elle va me dire. Mais si on est deux, on va avoir la chance de poser plus de questions pertinentes et de s'en rappeler beaucoup. Donc, le ou la partenaire,
est un élément clé de ce parcours-là. Il ne faut pas l'oublier non plus. Celui-là, on y a accès, au moins on n'a pas besoin de payer. Puis même ce qu'on suggère aux jeunes hommes aussi, c'est justement de retenir ce point-là, de verbaliser ce qu'ils ressentent, l'anxiété par rapport à leur performance sexuelle, aux troubles sexuels qu'ils peuvent éprouver avec leur partenaire, parce que sans avoir accès à nous nécessairement, peut-être juste d'en parler, de verbaliser, de mettre des mots sur ce qu'ils ressentent, ben ça va faire tomber un certain poids, puis permettre que ça fonctionne comme ils veulent. C'est ça. Quelles problématiques sont référées à un urologue? Beaucoup. C'est très vaste, l'urologie, là. Puis on pense que ça touche juste... Là, on a un entretien sur la santé masculine, mais ça reste qu'il y a des femmes aussi qui viennent nous voir pour plusieurs problématiques. Si on pense juste aux infections urinaires, ça peut toucher autant les hommes que les femmes. Si on pense aux pierres aux reins, que certains peuvent faire, ben, autant les hommes que les femmes peuvent en être atteints. Tout ce qui est cancer autre que la prostate et testicules, ça, je dois concéder. Oui. C'est pas mal juste les hommes qui vont y avoir recours là, à ces diagnostics-là, mais autrement, pour ce qui est cancer du rein, cancer de la vessie, c'est des choses qui peuvent toucher autant les hommes que les femmes. Puis problématiques douloureuses pelviennes, on en a parlé tout à l'heure. Puis aussi, tout ce qui est troubles hormonal chez l'homme, l'andropause, c'est des choses qu'on voit, nous autres, dans nos cliniques. C'est très, très vaste, l'urologie. Bref, je pense qu'il faut pas stigmatiser que l'urologue, c'est simplement pour l'homme. La femme en a besoin aussi. Oui, tout à fait, tout à fait. Donc, on a le pendant reproducteur, un peu comme le gynécologue est une spécialité de la reproduction et des hormones. Mais on a aussi le système urinaire, qui est là, la connexion avec plein d'autres spécialistes. Par exemple, les reins sont une connexion directe avec les néphrologues. On n'a pas du tout le même type de pratique, mais on travaille toujours ensemble lorsqu'on est de garde parce qu'il y a certains problèmes qui nécessitent une expertise des deux. Quelle est la représentativité des genres au sein de la profession? Ah ben ça, je vais mettre mon point sur la table. Manque de femmes en urologie. Mais c'est vrai, là, il y a vraiment plus d'hommes en urologie que de femmes. Là. Puis je pense qu'au dernier congrès, les statistiques étaient comme en faveur d'une centaine d'urologues masculins. Là. Je vais m'avancer en disant 120, 130 urologues hommes dans la province. Par rapport à peut-être une trentaine, quarantaine de femmes. Il y a quand même une grande différence là, en termes des genres d'urologues, mais c'est sûr qu'on a notre place. Je pense qu'on apporte une pratique différente, une façon d'aborder les choses différemment qu'un homme peut aborder et vice-versa. Je pense que ça peut être intimidant aussi. S'il n'y a pas juste des côtés positifs, je pense que un homme qui rentre et qui s'attend à parler d'un problème de gars avec un gars, des fois, il y a des attentes, comme on disait tout à l'heure, mais je pense que les femmes ont davantage besoin d'être représentées en urologie, puis on a notre place également. Bien, certainement que ça a été une des spécialités peut-être qui a pris un petit peu plus de temps à se féminiser que d'autres spécialités. Peut-être un peu une espèce de perception de boys club pendant trop longtemps, mais clairement, donc je suis d'accord avec les statistiques que Catherine a partagées, mais je pense clairement c'est révolu. Ça fait très longtemps qu'il y a des femmes en urologie, qu'elles ont leur place en urologie et qu'elles enrichissent aussi la profession dans une perspective un peu d'altérité, d'avoir ces regards-là différents. Et à Québec, en réalité, je pense qu'on est un fier exemple de ça. Je dirais que dans les 10 dernières années, on a formé probablement autant de résidentes que de résidents en urologie. Et même l'équipe d'urologues dans la ville de Québec, là, a beaucoup plus de femmes que dans d'autres équipes à travers la province. Là. J'avoue que ça, j'en suis fière. Ben oui, tout à fait. Puis tu vas être une de plus dans ce groupe-là. Et on est bien fiers. Super. On arrive à la question de clôture. Attention, est-ce que vous vous êtes préparés? Pour terminer notre balado, je vais vous poser la question que l'on pose à tous nos invités. Et comme ce balado s'intitule « Santé sans rendez-vous », si vous aviez à prendre rendez-vous avec quelqu'un, une personne fictive ou réelle, vivante ou bien décédée, qui aimeriez-vous rencontrer? Ben moi, quand j'ai lu la question, ça m'est venu très spontanément et très facilement. Malheureusement, j'ai perdu ma mère beaucoup trop jeune. Elle est décédée à 54 ans quand j'étais quelques années avant Catherine dans sa résidence. J'étais en 3e année. Et j'ai pris connaissance dans les derniers 5 à 10 années parce que j'ai travaillé très fort pour devenir un bon urologue, un urologue oncologue, un chercheur pour devenir un bon père. Mais dans les derniers 5 à 10 années, je me suis découvert un intérêt sur l'humanité, la psychologie, toutes sortes de facteurs qui sont très, très importants. Et ma mère
étaient probablement dans mon entourage parmi les personnes qui étaient les plus humaines, on pourrait dire les plus connectées. Alors aujourd'hui, il y a une tonne de sujets que j'aimerais discuter avec elle, pour lesquels j'aimerais avoir cette perspective. Alors, on remplace notre mère quand on la perd par plein d'autres personnes dans notre santé, comme ma belle-mère, ma mère par alliance, des amitiés, tout ça. Mais c'est pas pareil que le fameux lien maternel. Bien Donc, sûr. moi, c'était une consultation à ma mère dont j'aurais souhaité. C'est beau. Moi, j'ai beaucoup de difficultés à mettre un point. Je pense que, tu sais, je l'ai lu la question, j'y pense encore, puis j'arrive pas à mettre le doigt sur la personne avec qui j'aimerais avoir une consultation sans rendez-vous. Mais une chose est sûre, j'ai des questions pour beaucoup de monde dans la vie et tout, mais je suis pas capable de mettre le doigt sur une personne en particulier. Donc, tout le monde, la porte est ouverte. C'est ça, exact! Venez! Ouais. Merci beaucoup Vincent Fradet et Catherine McMartin d'avoir partagé avec nous vos expertises et vos expériences. Et à la prochaine. Merci à vous. Merci beaucoup.